à propos, qu'est-ce qui t'attire dans la cuisine toulousaine? Le cassoulet. Le cassoulet. Il y a un bon restaurant ici. Oui, il y a le Saint-Boniface. Oui. On s'est croisés une fois là. C'est vrai? Bon, je vais quand même assez régulièrement au Saint-Boniface pour la cuisine, disons, qui tient au corps. Donc on ne va pas dire nécessairement toulousaine. Quand on pense à la cuisine toulousaine, on dit le cassoulet, mais bon, il y a d'autres choses. Donc, ces grandes spécialités, ce sont aussi les foies, évidemment, ce sont les foies gras, ce sont toutes ces choses qui, effectivement, qui font craindre au corps médical ce qui pourrait nous arriver, et ce dont on se contrefiche à un certain moment. Oui, d'accord. Mais en vacances, tu as déjà été à Toulouse? Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Toulouse, c'est... Toulouse, d'abord, quand j'y suis arrivé, je mettais évidemment Nougaro encore en boucle, parce que c'est un poème magnifique, La vie de Rose, avec le Capitole. Mais Toulouse, ce sont les lapidaires, ce sont vraiment, c'est une ville exceptionnelle. Et alors, quand on va de l'autre côté que le côté central, il y a un musée d'art moderne. Ils ont conservé une toile de scène de Picasso, qui est absolument exceptionnelle. Il ne faut jamais louper ça à Toulouse, c'est sensationnel. Mais je ne sais plus du tout pour quelle pièce. Mais en tout cas, on retrouve ce Picasso qui n'est pas encore dans une abstraction totale, qui est encore dans ses représentations. J'aime beaucoup. Quel est ton premier restaurant? Quel est le souvenir? Le premier souvenir, c'est parce que moi qui adore bouffer, nous étions un peu comme dans la chanson de Georges Brassens, nous étions 4 bacheliers. Eh bien, nous étions 4 bacheliers, effectivement, et donc on avait un petit peu économisé, nous allions rentrer à l'université, et nous avons été près de la Bourse, dans le quartier de la rue de Lombard. Il y avait un resto qui était tenu par deux messieurs, et je me souviens très bien de ce que nous avons mangé ce jour-là, parce que c'était le premier restaurant où finalement, avec des amis, on allait manger entre guillemets sans les parents. Et donc c'était très impressionnant, parce que j'ai mangé des rognons de veau, flambés, moutardés, écrémés, c'était une splendeur. Nous avions arrosé d'un vin de région français qui nous avait recommandé, voyant qu'on n'était pas très, très riche. Et c'était un excellent souvenir. Et je me souviens du menu. Il y a des choses qui marquent dans la vie. Oui. Si vous me posez la question de savoir quelle était ma première petite amie, ça marque aussi, mais je resterai discret. On parle cuisine pour nous. On parle Tu cuisine. cuisines? C'est la même chose. Oui, j'adore cuisiner. Tu cuisines. Ah oui, j'adore. Ton plat préféré? En cuisine, il y en a beaucoup. J'adore cuisiner pour beaucoup de gens, par exemple. Donc, cuisiner, d'abord, c'est faire les courses. Il ne faut jamais oublier qu'il faut trouver le produit. Et donc, l'autre jour, je vais chez un boucher que j'aime bien, je voulais faire des ossobuco, il m'a dit que je ne veux pas d'ossobuco, mais j'ai un collier de veau magnifique, alors je l'ai fait à basse température, façon ossobuco, et le poids du couteau. Mais voilà, et comme ce jour-là nous étions un peu taquins, j'avais vu qu'il y avait une magnifique saucisse de Morteau, je me suis empressé de la faire au lentilles en entrée, j'admets que c'est peut-être un peu exagéré. Et j'avais préalablement fait un petit potage du baril aussi, histoire de, quand même, j'admets qu'on est capable d'exagérer, mais j'adore faire la cuisine, effectivement. Et le plat que je préfère cuisiner, il y en a plusieurs. J'adore en réalité les cuisines de région qu'on découvre, par exemple la cuisine marocaine. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de saveurs. L'autre jour, j'ai fait un agneau à la marocaine avec des pois chiches, des feuilles de chou, le raisin à noute, etc. Mais j'aime beaucoup aussi, évidemment, la cuisine de France, et alors évidemment, les cuisines magnifiques comme la cuisine italienne. N'est-ce pas là, les plus belles cuisines du monde. Et les vins? Oh, partout. Il n'y a pas de vin favori, il y a les vins qu'on déguste, et je trouve que dans la gabegie actuelle, qui est le commerce du vin, il faut en réalité être plus intelligent et dire qu'il faut chercher le rapport qualité-prix. Alors, dans les vins, pour moi, quand je vais au Portugal, je trouve que les vins de Douro, les Alentejo, etc. sont des splendeurs. J'étais en vacances en Espagne, mais quelle merveille! Je ne sais même plus quelles étaient les étiquettes que nous avions dégustées, mais on les achetait 3,50 €, 4 €, et c'était des vins qui valaient très largement des grands vins français. Et puis bien sûr les vins français, de temps en temps. Je suis un grand amateur en vin français, par exemple, de Gigondas. Je suis un grand amateur de Côte-du-Rhône. C'est un vin de soleil, et on peut dire que de temps en temps, sans être un connaisseur, style le grand Uneleux qui au palais va découvrir, dire que ce vin-là, je le reconnais. Alors, je le reconnais par exemple dans les Beaujolais, je le reconnais dans les Côtes-du-Rhône, en Bordeaux, les Côtes de Blaye par exemple, ou alors les Pinots Noirs d'Alsace, donc des très typés, quoi.
Et donc cette petite fierté quand on le sert en disant vous reconnaissez, et puis là, il tombe sur les 4 ou 5 qu'on peut reconnaître en disant c'est cela. Et tu en ramènes de vacances? Oui, toujours, Oui, oui, toujours. toujours, évidemment, j'aime beaucoup. Le vin, c'est au blanc ou rouge, préférence d'ailleurs pour les deux. D'accord. C'est un vrai bonheur de la vie, et c'est un bonheur qui ne se fait pas seul. C'est comme la sexualité, finalement, la masturbation, c'est emmerdant. Eh bien, le vin, ça se partage. Je trouve que c'est une chose qui se fait avec quelqu'un ou des gens. Et quand il s'agit de séduire quelqu'un, je pense que c'est le rire et le vin, et les choses sont acquises. Belge, tu es. La bière belge, qu'est-ce que tu en penses? J'en ai beaucoup bu quand j'étais étudiant, je l'ai un petit peu bu après, j'aime beaucoup déguster de temps en temps. Une bière belge comme une Rochefort ou une Chimay, j'aime bien. Par exemple, quand il fait très froid dehors et que je mets une musique celtique et que je me mets à l'écriture, parce qu'il y a là une espèce de magie qui se fait. Il y a un envoûtement. Oui, il y a une espèce d'envoûtement, mais je ne bois pas de bière. Alors pour une simple et bonne raison, c'est que l'âge venant, pour reprendre une expression bien bruxelloise, la bière me met le zur. Donc j'ai un peu de l'acidité à l'estomac. Alors plutôt que de prendre un malox, je prends un verre de vin. Tu as quel âge quand tu écris la première? La première quoi? Mais la première belle phrase. 14 ans? C'est un mot d'amour? 13 ans? C'est un poème? C'est une traduction du latin en français et du grec en français. J'avais des professeurs très intelligents dans une école de quartier très intelligente. L'Institut Notre-Dame de l'Immaculée Conception, ça ne s'invente pas, avec des prêtres qui nous enseignaient. Eh bien, très sincèrement, la chose la plus merveilleuse qu'ils nous ont enseignée, c'est aimer apprendre. Et donc, à un certain moment, dans la versification, nous étions dans le... Voilà, vous traduisez, c'est bien, sur le plan littéral. Mais si vous avez le courage, faites une traduction sur le plan littéral. Il y a déjà un challenge. Et c'était extraordinaire à l'époque, parce que nous étions une classe dans laquelle on éprouvait ce plaisir de le faire ensemble. Et là, je pense que le bonheur d'écrire est venu à ce moment-là. En plus de ça, en poésie, ce sont des mots tellement archaïques actuellement, avec ces enseignements dont je trouve que la dérive est épouvantable. J'ai appris pour voulez supprimer les cours d'histoire. Ah voilà. C'est bien, hein. J'ai pas suivi. Quelle excellente idée. Moi, je propose de raser Auschwitz, quoi. Bonne idée. Eh bien oui, c'était un vrai bonheur, parce qu'à ce moment-là, il y avait un de mes amis qui était mon meilleur ami qui est décédé il y a 2-3 ans, 2 ans et demi, qui était philologue classique, il est devenu directeur de cette école. Et à un certain moment, comme nous avions toujours cet amour de la culture et de la lecture, et nous avons été en Grèce combien de fois, j'avais d'ailleurs commencé par m'inscrire en philologie classique en même temps que le droit. Nous avions cette espèce d'amour commun. Il me disait, ce que nous apprennent les grands auteurs latins et les grands auteurs grecs, c'est l'humilité. Et je trouve que c'est tout à fait vrai. Se mettre tout à fait à niveau de ce que ces gens étaient, en se rendant compte à la fois de leur génie, de leur possession de la langue, et du fait que nous devions nous mettre un tant soit peu à chercher ce que nous n'atteindrions jamais comme niveau. Tiens, tu as une belle écriture. Je ne sais pas. Pour moi, une belle écriture, c'est quoi? Donc tu fais des pleins, des déliés. Je l'ai fait pendant des années, mais maintenant j'attaque le clavier parce que oui, c'est gagner du temps. Et mon problème, c'est le temps. C'est le temps. Et donc, mon premier roman et le deuxième, la moitié du troisième, je l'écris à la main. Et oui, c'est vrai que il y a des arômes, il y a des trucs. Tu as connu ça tout. J'ai connu cela, j'ai toujours aimé. Et maintenant, j'attaque directement le clavier parce que ça me permet d'aller droit au but. Peut-être que c'est perdre un contact merveilleux de la plume qui glisse sur la page. Pourquoi? Ce qui compte, ce n'est ni la page ni la plume. C'est le goût. Non, c'est l'encre. L'encre. Ce sont les larmes. C'est le sang. C'est le sperme. C'est comme ça qu'on écrit. Et finalement, dans le clavier, on peut imaginer que c'est symbolique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est bien de dire un petit peu, c'est l'encre. C'est l'encre. C'est l'encre, c'est l'encrier, c'est la plume. La plume. Le côté érotique de la plume qui glisse sur la page blanche ne vient qu'à partir du moment où le texte est adressé à quelqu'un. Mais l'encre en elle-même, ça c'est quand on veut exprimer, parce que pourquoi on écrit? Ça c'est la raison véritable, ça c'est le point fondamental qui doit être posé à tout écrivain. Pourquoi vous écrivez? Oui, oui. Oui, oui. Oui, mais pourquoi?
C'est une question que tu... Ouais, oui. Justement, c'est pour transpirer une pensée, pour la Oui. partager. Oui. Ça, c'est le sentiment que j'ai. Mais c'est surtout le partage d'une idée. Oui. Parce qu'encore une fois, Oui. un écrivain, un auteur ou tout être humain a une pensée propre et disons pouvoir la partager avec d'autres et en laisser une trace, c'est justement la transcrire sur papier. Donc c'est la transmission. Oui. Eh bien, oui. Mais Moi, c'est mon avis. moi je dirais que, et depuis, je dirais un certain temps, il me semble en réalité que la littérature est un corps qui repose sur deux jambes. Elle doit décrire en réalité l'âme humaine. Et donc dans la transmission, parce que c'est le mot fondamental, parce qu'on n'écrit pas pour soi, on écrit pour les autres. Quoique. C'est tout un partage. Quoique. Mais d'abord, il y a tout le côté, dans tout roman, il y a un côté mythe, il y a un côté symbole. Même dans les pires romans de Zola, qui lui s'attachait à la société, à la description de Zola, il y a toujours dans les âmes humaines quelque chose de référence, mythique. Mais l'autre jambe de la littérature, pour moi, ça va au-delà de la transmission d'une situation, c'est le combat. C'est véritablement transmettre quelque chose de bien plus grave, de bien plus important. C'est la foi en quelque chose. Je vais dire une chose extrêmement crue. Moi, les bouquins qui sont écrits de manière jolie, ça m'emmerde. J'en ai plus rien à faire. C'est joli, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelle est l'âme humaine que l'on peut trouver? Quand on reprend le premier grand livre, quel est le premier roman moderne qui ait jamais été écrit? C'est Don Quichotte. C'est la quête. Sur le plan mythique, c'est fondamental. Mais en même temps, Cervantes va au-delà. Quand dans la deuxième partie de Don Quichotte, après qu'il ait été incarcéré dans les geôles, à la bataille de l'Épante, quand il revient, quand il écrit Don Quichotte, la deuxième partie de Don Quichotte, quand il part dans cette quête et qu'il dit à un certain moment « et je suis cette étoile » et je quitte en réalité tous les sentiers traditionnels parce que je veux construire, il le dit dans le texte des prisons pour les vices, et je veux en réalité tracer les chemins vers la vertu. Il a son côté mythique de chevalier, et alors il va en réalité, Cervantes, à travers son personnage, décrire quelque chose d'extraordinaire. Il va combattre, par les 1000 vérités qu'il va développer, mais tout simplement le XVIe siècle de l'Espagne, qui est l'Inquisition. Et pourquoi est-ce que Cervantes n'a pas été brûlé? À cause d'une page de son livre. À la fin de son livre, Don Quichotte dit « Excusez-moi, j'étais donc fou. Tout cela n'était donc qu'une pantomime. » Je pense que Cervantes était extrêmement génial et taquin. C'est le plus grand livre de tous. Et il est le symbole même pour moi de la littérature, entre la référence mythique et la référence du combat contre le dogmatisme. Je te conseille de découvrir Les Réveillés de l'ombre, qui est une pièce qui tourne autour de ce que tu viens de dire, qui a été écrite par notre ami Alain Cadéot. Je ne connais pas. Eh bien, je te ferai découvrir. Mais en réalité, quand vous les regardez, vous les avez tous dans les grandes références. Vous prenez La Flûte enchantée, c'est Tamino et c'est Papageno. Taylor und Spiegel, c'est Taylor und Spiegel, l'âme Gutzak. Vous avez donc effectivement Sancho Panza. Parce qu'en réalité, c'est le sacré et le profane qui se rejoignent. C'est tout simplement cela. Or, dans les romans, c'est du sacré pour permettre à un certain moment au monde profane de s'élever. Et c'est en cela que des choses doivent être mises en évidence. Et c'est cette dualité qui est permanente et qu'il faut mettre aussi en évidence, parce que je trouve ça extrêmement important. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je suis peut-être un peu dur, il y a des gens qui font des romans jolis. Ah ça, tof, ça a bien écrit, quoi, une fois. Mais bon, ça m'emmerde, quoi. Je dis, moi, j'en peux plus de lire des jolies choses. Moi, ce que je veux, c'est, comme Oman Pamuk, on en parlait tout à l'heure, ce prix Nobel. Quoi. La caractéristique des prix Nobel, ils sont soit vilipendés dans leur pays, soit mis en tôle, quoi. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe à cet égard. Mais donc, c'est important, quoi, de dire que nous sommes là pour ça. J'invite Michel Claes, je mets des draps blancs partout. Pourquoi? Parce qu'il est accroché au livre. Ah oui, mais ça. Ah, mais ça... J'ai toujours du mal aussi. Oui, ça, c'est comme nous. Hein. Ça, c'est normal, hein. Moi, je comprends. Service militaire ou pas service Bien militaire? sûr, service militaire, oui. On est en quelle année? Je sors de l'UNIF, je fais une spécialisation, et puis je me retrouve au service militaire en 1982. Nous avons connu d'ailleurs un conflit international extrêmement important, puisque l'Angleterre avait été envahie par l'Argentine, les Falklands, et donc
nous avions un peu taquiné nos adjudants en disant on va se retrouver peut-être, on va embarquer vers l'Amérique latine. Rien de grave. Non, mais Service militaire quand même. Oui, service militaire. De bons souvenirs. De bons souvenirs. De belles rencontres. C'est le point commun entre le mariage, le service militaire et la prison. C'est une fois qu'on en est sorti, on ne garde plus que les bons souvenirs de ce qui s'est passé, je crois. Oh, j'aime bien ça. Toujours des copains de l'époque? Et il y en a un qui est décédé récemment. Du service militaire, non. J'en ai un, c'était, mais voilà, c'est comme ça. Et puis tu rentres dans la vie active à ce moment-là. J'étais déjà avant. Tu étais déjà avocat, en même temps je continue encore des études à l'UNIF, et puis voilà, la vie active a continué, et puis voilà, j'étais avocat. 20 ans de barreau quand même, hein. 20 ans de barreau. Oui. Tes meilleurs souvenirs? Devant les barreaux, pas oui, derrière. oui. J'en ai connu quelques-uns qui ont... je vais dire, ta meilleure affaire. Je vais dire, meilleure affaire. Oui, au barreau. J'étais avocat commercialiste. Et, donc j'ai gagné des procès. J'avais de la chance d'avoir des clients honnêtes, et donc c'est plus facile de gagner un procès quand on a des clients honnêtes. Ma plus belle affaire, eh bien, c'est pas du tout un de mes grands procès commerciaux. Un soir, je suis en train de faire des photocopies dans la réception de mon cabinet d'avocat. J'étais associé à Philippe Grelet, qui était le grand patron du Centre d'action laïque. On avait une belle association, hein, nous étions quand même 16 avocats. Et on sonne, drink. Je dis tiens, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre la porte. Et il y a une dame et un monsieur qui sont là. Ils rentrent en disant on voudrait voir un avocat. Je dis vous avez rendez-vous? Ils me disent non. Et voilà ce qui arrive. Je dis, écoutez, je suis tout seul, je n'ai plus personne, je vais vous recevoir, quel est le sujet? Et donc en réalité, ce monsieur était un Tunisien qui était en séjour illégal, et il était poursuivi du chef de vol. La première chose qu'il me dit en arabe, c'est cette personne qui l'accompagne, parce qu'il ne parle pas français, pas bien, et cette personne dit, je suis innocent. Je vois la citation pour vol, on se dit toujours, l'arabe qui dit qu'il est innocent, je prends son truc, je le reçois, je prends des notes. Moi je trouve que quand on est avocat, on est avocat. Alors c'est bien que je traite des gros dossiers en matière financière et économique, mais bon, j'entends cette personne, je vais refiler le dossier à un collaborateur. Et puis il se fait que le lendemain, je suis au palais, et j'en profite pour aller voir son dossier au greffe. Et je lis son dossier et je constate que ça ressemble à rien sur le plan de l'enquête, mais à rien du tout. Et qu'il y a des tas de choses qui clochent. Et je décide finalement d'aller plaider le dossier moi-même. Et je ne suis pas du tout pénaliste. Évidemment, les choses ont un peu changé aujourd'hui. Mais à l'époque, je ne suis pas du tout de droit pénal. Et donc, je vais moi-même plaider. Et je dis, voilà, je commence ma plaidoirie en disant, vous savez, ces gens ont sonné, ils sont rentrés, moi je suis seul dans le cabinet d'avocat, et la première chose que cette personne me dit, je suis innocent. Ça m'a marqué. J'étais voir le dossier, je vais vous dire une chose. C'est pas le rôle de l'avocat d'en être convaincu, mais je le suis totalement. Et je vais vous dire pourquoi. Et j'ai repris les vrais problèmes existants dans le dossier, de ce qu'était un vol qui lui était reproché, et je l'ai fait acquitter. Eh bien, je me demande si c'est pas la plus belle victoire que j'ai obtenue. Parce que c'est pas ma matière, mais sur un point de vue humain, ça m'a profondément marqué. On a déjà retranscrit cette histoire dans un livre? Ça fait partie de... Jamais. Ça m'est arrivé. Et je pense que ça arrive à tous les avocats qui ont encore et qui ont eu. J'espère qu'ils auront encore le sentiment de l'extraordinaire beauté de leur métier. C'est un beau mot. Voilà. C'est un beau mot. J'ai demandé des honoraires. Ah bon? Il a pu les payer. Il les a payés. Il les a payés. Et le plus mauvais dossier? Quand j'étais avocat, le plus mauvais dossier. Je devrais avoir le cynisme de dire que c'est celui que j'ai gagné. Ah, ça c'est gentil ça. 20 ans de barreau. Comment se fait-il que tu changes, que tu bondis vers autre chose? Ou bien c'est peut-être pas bondir, c'est peut-être glisser vers autre chose. Ça s'est passé comment, pourquoi? In corda venenum. Je suis marié. Elle est procureure du roi. Un peu cynique. Et elle me dit, nous sommes le mercredi, jeudi,
tiens, je t'ai inscrit à l'examen de la magistrature, tu passes samedi l'examen de la magistrature écrit. Montre-moi un petit peu, toi, parce que bon, j'ai fait ce qu'on appelle carrière au barreau, j'étais président du jeune barreau, membre du conseil de l'ordre, ce qui est pas mal, hein. Donc je veux dire, pour quelqu'un qui vient des quartiers dont je viens, disons, voilà, j'étais très content. Eh bien, et comme toute personne qui n'en a rien à faire, je me présente donc à l'examen écrit de la magistrature, un samedi à l'Albertine, nous sommes 473. 473, j'aime le 3. J'ai retenu. Bon, le matin, dissertation, l'après-midi, jugement. Bon, j'avais pas beaucoup de temps parce que le soir, on fêtait notre anniversaire de mariage, nous avons divorcé, je rassure tout le monde. 3 mois plus tard, je reçois un petit mot en disant « Vous avez réussi l'écrit et vous êtes prié de vous présenter à l'oral. » Et donc, je me retrouve à l'oral. Et là, nous sommes passés de 473 à réussir l'oral, nous étions 25. Et les coups de téléphone ont commencé en disant « Mais voilà, écoute, quelle excellente idée, maintenant il faudra venir au parquet, etc. » Et moi j'avais un cabinet qui marchait évidemment très très bien. J'avais une clientèle internationale, j'ai voyagé dans le monde entier, j'ai la chance d'être anglophone, et je me rends compte en voyant la rémunération de ma chère et tendre de l'époque que la diminution de mes revenus mensuels était quand même assez brutale. C'est quand même un choix. Et finalement, je commençais à taquiner le roman, je m'étais dit, mais pourquoi pas, j'arrêterai de voyager, je ferai autre chose. Qu'est-ce que je fais, quoi? Je rejoins pas la magistrature. Et puis, bon, n'appartenant à aucun parti politique, je dis, bon, je vais envoyer une lettre, parce qu'au moniteur, on m'avait dit qu'il y avait une place. Et dans les 2 semaines, j'étais prié de prêter serment. Donc c'est un accident, entre guillemets. Un an que vent. Voilà. Et donc je me suis retrouvé magistrat. Évidemment, je n'avais jamais fait de droit pénal de ma vie. On m'a immédiatement tapé en droit pénal et à l'instruction financière, parce que, bon, c'est vrai que sur le plan financier et économique, ça j'y connaissais quelque chose. Comptable? Oui, j'ai une formation comptable, hein, oui, tout à fait. Et disons que là où je ne voulais plus voyager, je me suis retrouvé à l'instruction financière. Et je suis reparti, alors qu'en étant avocat, j'étais entre les États-Unis, la Chine, le Japon. Et là, je me suis retrouvé entre les États-Unis, la Russie, le Pakistan et autres. Et donc ma vie, finalement, de magistrat, en tant que juge d'instruction financière, était quelque chose de surprenant. Mais voilà, ça m'est tombé dessus. Et à la question, est-ce que je le regrette? Est-ce que tu le regrettes? Joker. Mais tu viens de glisser dans la conversation que tu avais déjà envie de taquiner le roman. Oui, j'ai commencé à taquiner le roman parce que j'ai toujours écrit, hein, donc depuis l'âge de 14 ans, puis j'étais dans des gazettes, etc. Et puis, pendant des années, j'écris les revues du jeune barreau. Alors, ça peut paraître un peu simple, mais c'est quand même des spectacles qui rassemblent des centaines de personnes qui s'écroulaient de rire quand on écrivait des textes. Et donc là, il y avait ce mouvement d'écriture et d'imagination et d'amusement. Puis un jour, c'était dans les années 90, je me suis dit, mais de par mon évolution personnelle, et je suis quelqu'un qui aime beaucoup, j'aime lire, j'aime aussi la culture, je suis très attaché à cela. Je me dis, mais je vais peut-être écrire un livre. Je sens en moi quelque chose poindre, comme on dit. C'est vrai que c'est un mot qu'on utilise moins, poindre. Et en 1996, j'ai donc décidé d'écrire un roman, et les choses sont venues très naturellement parce que c'est la thématique d'abord, et puis il fallait que je trouve les personnages et la situation, et j'ai choisi la facilité. J'étais élevé par des grands-parents. Mes grands-parents, je suis un enfant abandonné, voilà, abandonné, mes grands-parents m'ont élevé, et donc mes grands-parents m'ont parlé tout le temps de leur guerre. Et donc cette guerre 40-45 qu'ils ont vécue, et ce qui a précédé, ce qui a suivi, j'en ai été mais vraiment l'éponge de tous ces renseignements, quoi. Et je me suis dit que par rapport à la thématique que je voulais développer, qui était les âmes humaines, et c'est Salles des pas perdus, le premier livre. Et donc en 1996, j'écris à la main les 500 pages de Salles des pas perdus. Et puis j'ai commencé à dactylographier, et je l'ai mis dans un tiroir. J'étais content d'avoir fait un roman. Mais comment se fait-il que tu restes, je vais dire, dans un environnement local, entre guillemets, alors que tu viens de l'exprimer, tu as voyagé partout,
tu as une connaissance du monde Oh, partout. mais dans Ça n'est pas perdu, on voyage partout aussi. Oui, Dans d'accord, les autres mais- romans aussi. Oui, 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 d'accord, mais on revient toujours. Ah, mais ça, c'est parce qu'il y a forcément toujours dans tout premier roman, et qu'on a beau se battre contre cela, une forme d'auto. D'auto, c'est autos en grec, c'est soi-même. Biographie, sentiment, thérapie. Et c'est normal. Et en même temps, quand finalement ce bouquin est resté pendant, je pense, presque 8 ans dans un tiroir, sans être sorti, j'étais très content d'avoir fait. Mhm. Est-ce que c'était une thérapie? Mais je suis quand même peut-être capable d'écrire un roman. Alors, qu'est-ce qui fait à un certain moment que la magie de l'édition se fait? Umberto Eco a écrit des choses extraordinaires sur cela. C'est le pacte de l'édition. Umberto Eco, c'est pas seulement Le roman que je d'art. vois dans ta bibliothèque. Il a écrit des essais remarquables. C'était un philologue classique et Umberto décrivait vraiment le pacte de l'édition. Et moi, c'était une espèce de hasard qu'un jour, je tombe sur un éditeur qui me dise mais vous êtes qui? Vous avez écrit un bouquin? Ou ça, écoutez, j'ai fait un bouquin et alors je lui passe, mais c'est une brique évidemment, ça n'est pas perdu, c'est une brique. Je lui passe là et ouf, je mettrai 2-3 mois à le lire. Bon, on voyait que ça l'emmerdait depuis le départ. Et à 2h du matin, j'ai reçu un SMS en disant j'ai commencé malheureusement à 8h du soir, je suis incapable d'arrêter. Et donc je le lirai toute la nuit, je vous édite. Et donc là, tout d'un coup, je ne dors plus, parce que c'est bien d'écrire un livre, mais quand on a la magie de l'édition, c'est le point de départ de la transmission, parce que c'est à ce moment-là le but extrême. À ce moment-là, ça c'est fou. Et là, j'ai commencé à me dire, mais est-ce que ce miracle va se produire de voir un jour, allez, on va dire de manière un peu simple, comme un enfant naître? Eh bien, quand j'ai reçu ma caisse de bouquins quand il était né, ça m'a quand même fait un choc. Quand on le prend et que déjà ce plaisir de lire un livre avec tourner les pages et quand c'est le sien, ouf, c'est une expérience magique. C'est vrai que l'éditrice a eu un coup de foudre parce que tu es éditeur à l'époque, c'était Labor. C'était Labor. C'était Labor, donc j'étais édité dans le célèbre Espace Nord. Oui, oui. Mon éditrice a repris après le livre pour le joindre à sa collection. C'est amusant ici au niveau parce que je vois que tu es édité maintenant chez Luce Wilkin. C'est ça, oui. Qui est en général plus une éditrice pour des romans féminins. Non, il y a de tout. Oui, l'allemand, par exemple, que j'adore, oui, et que je recommande 10 fois. Oui, d'accord, mais c'est l'observation que je fais en général. Bruckner, oui. Enfin, surtout les gens que je connais. Non, pas du tout. Ah non, ça, c'est pas vrai. Ah d'accord. Ah non, c'est bien. C'est pas vrai. Enfin, oui, ça je suis... J'ai tendu le kiki, là. Pas du tout. Il y a autant d'auteurs mâles que femelles. Tiens, on parle de ça. Comment trouves-tu les points E maintenant de cette écriture dont on revendique parfois, qu'on appelle l'écriture inclusive? C'est quoi ça, l'écriture inclusive? Ah ben voilà. Bon, Desmodin. Ce sont les féministes qui veulent un petit peu féminiser les noms qu'on a difficile parfois à traduire en disant l'écrivain ne ou les écrivains ne.es, écrivain, enfin. C'est toute une subtilité orthographique qu'elles sont en train de mettre sur pied, tentent peut-être de faire, évidemment. Tu n'as jamais été attentif à ce petit sujet de grammaire? Parce que je ne vois pas d'inconvénient étant féministe moi-même. Donc, si ça leur fait plaisir, moi je suis... non, mais je suis très attentif au respect de l'autre. Moi je suis... Oui. D'ailleurs, de toute façon... mais dans l'écriture, c'est pas évident. Hein. Ouf, mais dans l'écriture, je peux... Bon, écoute, franchement... C'est si important. C'est si important. L'écriture, c'est quelque chose qui est personnel. Maintenant, est-ce qu'il est insultant de ne pas dire écrivaine plutôt que écrivain? C'est pas insultant à la femme. Et s'il faut évoluer ainsi, mais évoluons. Moi, je vois aucun souci par rapport à cela. Nous avons tous en nous, je pense à tout le moins les gens qui sont raisonnables et intelligents, une part chez elles de masculinité, chez nous de féminité, qu'il faut évidemment exploiter, parce que c'est ça la richesse. Moi, j'aime bien, c'est de lire un texte qui a été rédigé avec toutes ces ajouts-là.
C'est très amusant à pouvoir découvrir, c'est très amusant à pouvoir lire aussi. Enfin, j'aimerais bien les jeux de mots aussi, parce que de temps en temps, ça peut être amusant. Ah, le jeu de mots, ça c'est beau. Oui, d'accord. Moi, les jeux de mots, j'adore, hein, c'est-à-dire, ça, c'est une... Et sexe, finalement, on écrit ça comment? Avec un S sûrement, pour commencer. Ah, punaise, il en faudrait un à la fin aussi, alors. Hein. Avec un, tu n'as pas assez. Hein? Mais dans une vie. Dans une vie. Un premier roman sort. Tu es accueilli comment? Note que sexe avec un S au bout, on appelle ça un palindrome, non? Oui. C'est marrant, ça. J'ai un beau J'avais livre. jamais pensé. Ah, les palindromes. Non, c'est la pas richesse des palindromes. C'est pas, il a ailleurs. Mais ça, c'est marrant aussi, ça. La folie des holorimes. Ah, je ne connais pas du tout. Ah, ouf. Je me mets de côté. Ah oui, ça, oui, je sais, tu aimes les jeux de mots. Oui, j'aime bien. Dans l'écriture, tu n'en abuses pourtant pas. Dans l'écriture. C'est romanesque, ce sont les contes. Hein, donc, Ah, le vivarium des palindromes. Mais voilà, les palindromes, c'est génial. Hein. C'est génial. Ah, moi, je trouve ça formidable. Pourquoi des jeux de mots? Oui. Il y a de temps en temps des jeux de situation, mais des jeux de il situation, faut oui. pouvoir lire plusieurs fois. De toute façon, dans tout roman, il y a des strates de lecture. Donc, c'est un peu comme dans, je trouve, le génie des dessins animés comme L'Âge de glace, Pixar et autres. Il y a pour les enfants, pour les adultes pervers, pour les enfants évolués. Il y a quatre grilles de trucs. Moi, j'adore ça, je trouve ça formidable. Et donc, dans les romans, j'aime bien aussi glisser de temps en temps des allusions. Tu les as notés dans un carnet pour les replacer? Jamais. Bon, ça vient comme ça. Ça vient dans Je l'écriture. n'ai pas de carnet. Tu n'as pas de carnet? Non. Pourquoi faire un carnet? Non, il y a parfois, je sais pas, une opportunité, un jeu de mots qui vient de sortir, tiens, c'est génial, c'est beau. Non. Non. Ah, il faut faire attention parce que le problème des jeux de mots, ce sont parfois des épées qu'on plonge dans le cœur de quelqu'un qu'on aime. Ça fait mal. Mais quand ça sort, ça sort. Deuxième roman? Pourquoi un deuxième roman? L'important, c'est que ce ne soit pas le second. Parce qu'il y en a peut-être déjà un troisième qui est en Bien cours. sûr. Voilà, oui, d'accord. Mais donc tu as mis le pied à l'étrier. Oui. Ou bien les tiroirs sont déjà remplis, tu te dis, tiens, il y en a un qui a bien marché. Les tiroirs de l'imagination. Les tiroirs de l'imagination. Oui, là, ils débordent alors là. Ou sans problème, ça c'est pas un souci. Oui. C'est pas un souci. Tu t'es déjà tâté à la poésie? Oui, c'est-à-dire pas tâter, ce sont des choses qui sont venues de temps en temps, comme des phrases qui viennent, on a une situation, mais je ne suis pas poète. Mais il m'est arrivé effectivement d'avoir une forme d'expression poétique, on sait ce que cela veut dire. J'avais commencé un petit cycle que j'avais appelé Mystisch Nord, mais je n'en suis nulle part à cet égard. Mais par contre le théâtre, oui, le théâtre là, j'écris au combien de scénettes de revues amusantes, mais là je me suis tâté, j'ai tenté une œuvre de théâtre qui est en cours. Ça prendra encore 10 ans, mais peut-être musicien? Non, pas du tout. Mais L'oreille. j'ai l'oreille. Est-ce qu'il y a une relation entre la poésie et la musique? Non, il y a une relation entre la musique et le monde entier, en ce compris la poésie. Je pense que c'est en cela qu'il faudrait mettre les choses en préalable. La musique et la mathématique. Oui. Voilà. J'ai l'œil, hein. Le sexe et moi. La musique aussi. Oui. Voilà. La musique, ça, c'est l'universalité pour moi. Je me lève le matin, j'écoute la musique. Je me couche le soir, j'écoute la musique. Tout le reste s'ensuit. Et il n'y a pas de choses importantes, sacrées. Je dirais le sacré, c'est quoi? C'est ce moment dans lequel on quitte le moment de nos préoccupations, qu'on peut appeler de manière un peu brutale le monde profane, hein, c'est classique. Et la musique, en cela, ça, c'est la chose qui immédiatement nous raccroche à nous-mêmes, à nos réflexions, et en écartant. Et toute forme de musique, hein, donc il n'y a pas de musique... parce que la musique, ça dépend de tout un chacun. Moi, je peux mettre Led Zeppelin, comme je peux mettre Jean-Sébastien Bach, hein, ça n'a pas d'importance. C'est le moment que je choisirai par rapport à ce que je vis, qui fera que je choisirai telle chose. J'adore le jazz. Je suis un très très grand amateur de chansons françaises, donc
qui est une musique avec un autre charme que celui de la langue. Et j'adore la chanson française. Et voilà, et puis la musique, évidemment, la musique baroque, pour moi, c'est toute ma vie. Et c'est de rythme, c'est sensationnel, vraiment. C'est le côté manuel de l'instrument qui ne t'a pas accroché. Non, je pense que c'est l'éducation qui ne m'a pas permis d'y accéder, tout simplement. J'aurais pu faire un effort. Oui, Je l'ai fait ailleurs. oui, d'accord. Mais enfin, J'ai c'est fait mon vrai, on service peut se militaire, retrouver quand même. étant jeune avec une bande de copains. Il y en a un qui gratte la guitare, l'autre qui a un tambour. Oui, moi je servais les pintes, quoi. Oui, d'accord. Oui, oui. Non, mais c'est vrai, étant musicien, avoir l'oreille musicale, il pouvait y avoir une curiosité de découvrir l'instrument aussi, quoi. Moi, je suis très jeune, hein, donc Oui, donc 62 il est ans, important. je suis pas encore, J'ai une encore, guitare, si tu veux, tu peux commencer. oui, maintenant, je veux dire. Ouais, comme dit, hein. En musique, donc, parce qu'on vient d'aborder, le plus beau morceau que tu aimes. Ah, ça, c'est. En réalité, c'est pas possible de répondre parce que ce sont des milliers de morceaux. Des que milliers de j'aime. morceaux. Alors, dire qu'il y en a un podium sur lequel j'irai une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze, je trouve quand même que là, c'est extrêmement délicat. Alors, pour un petit peu taquiner, je dirais incontestablement les variations Goldberg de Bach. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'a transpercé quand je les ai découverts, mais c'était il y a tant et tant d'années. En même temps que l'introduction à la Passion selon saint Matthieu, je mettrais dans cette puissance au même rythme. En deuxième, je fais un podium. Hein. Alors, en médaille d'argent, c'est sans doute une chanson de Billie Holiday, Blackfoot, dont il faut rechercher la signification. Et en troisième, je dirais l'œuvre de Léo Ferré, poète et dans lequel tout se trouve. Et ça peut influencer ton écriture? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, parce que je l'ai dans l'oreille, et qu'il m'arrive peut-être parfois de reprendre des mots et des situations. Mais c'est à l'infini, hein, je dirais que c'est à l'infini. Et donc tu écris en écoutant la musique? Oui, absolument. C'est un besoin? Toujours. Toujours. Par exemple, il y a des musiques obsédantes quand je suis dans un moment où je sens qu'il y a une tension nerveuse, je mets Astor Piazzolla par exemple. Là, c'est quelque chose de terriblement fort. On a un ami, c'est Vincent Engel qui est aussi comme ça. Il a besoin d'être. Tu le connais bien. Hein? Je le connais, je ne l'ai jamais rencontré. Oui, mais lui, il est aussi. Il a besoin, c'est une caisse de résonance qui est là-bas. Et c'est un cocon qu'il aime. Mais dans mon bureau, c'est la même chose. Hein. Voilà, oui. Moi, j'ai la musique, j'ai le troisième programme qui est allumé dans mon bureau de manière permanente. C'est ainsi. C'est important, je trouve. Dans l'amitié, est-ce que tu rencontres d'autres écrivains? Bah lui, Ah oui. mon ami Thierry Huertz, oui, en amitié, parce que l'amitié c'est quelque chose qui ne se galvaude pas, hein. C'est pas parce qu'on connaît quelqu'un qu'on est amis, quoi. D'autres écrivains en amitié, non. Pourtant, tu aimes lire. Il y a quand même des écrivains en Belgique que tu connais, que tu rencontres. Oui, mais je les rencontre. Tu les rencontres, d'accord, mais donc il n'y a jamais eu ce lien d'amitié, cette complicité de l'écriture avec d'autres. Jamais. Maintenant, en plaisantant, c'est quelque chose que j'ai remarqué, parce que moi j'ai l'avantage d'être écrivain, mais de gagner ma vie convenablement en étant juge d'instruction. Je me suis rendu compte que les écrivains ne s'aiment pas entre eux de temps en temps, et qu'il y a des jalousies. C'est amusant, hein, ça? Oui, tout à fait. C'est ça que je demandais, justement, en amitié, parce que justement, c'est un... Tu l'as relevé, c'est vrai, les gens s'observent toujours. Oui, mais moi je m'en tape complètement, et donc je suis en cela un peu atypique, quoi. Oui, d'accord. Parce que finalement, moi j'en ai rien à faire quand mes bouquins se vendent bien ou pas. Par contre, qu'ils se vendent et qu'ils soient lus. Parce que moi, c'est pas qu'ils se vendent qui m'importe, c'est qu'ils soient lus. C'est la transmission, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est ça qui est fondamental. Et le message que je veux faire passer. Et réveiller les gens. Oui, oui. Voilà. C'est rare, parce qu'en écriture, on ne retrouve pas, évidemment,
ce besoin de transmission. Tous les écrivains Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont cela, mais Oui, mais c'est comme les comédiens. Il y a des comédiens qui s'investissent dans Oui. je dirais, dans des œuvres qu'ils vont interpréter justement pour la transmission, et d'autres pour leur ego personnel. C'est la même chose. Et personne n'est condamnable. Grand respect. est-ce que tu côtoies la sphère des écrivains belges? Très peu, sauf à l'occasion des dédicaces. J'ai mon vieux copain Alain Berenbaum, évidemment. D'accord. Et alors là, nous avons, lui et moi, monté un sketch un jour où on racontait comment un écrivain belge était maltraité à l'occasion des signatures dans les foires du livre françaises, où nous sommes évidemment totalement ignorés. Nos éditeurs nous ont envoyés là-bas, comme en disant, mais vous allez passer une soirée pas de fleurs, quoi. C'est assez amusant. Moi, j'aime beaucoup Alain, ça c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Vous seriez capable de monter sur le plancher d'un théâtre? Je sais pas, pourquoi faire. Je laisse ça à Bruno Coppens, que j'aime beaucoup aussi. Ah, d'accord. Quels Qui sont fait ça très bien, d'ailleurs. les prochains projets d'écriture? Ah, je suis en plein dedans, évidemment. Oui. On est toujours en plein dedans Mhm. quand on a dépassé le second. Donc, Oui. voilà, en plein dedans. Mais on va vers le roman ou on reste dans l'essai? Toujours dans le roman. Roman. Un roman. Un roman. Oui. Et alors que chaque fois qu'on me dit tu fais quoi là pour l'instant? Alors, je regarde toujours la personne en face de moi en disant ah, j'écris la vie romancée d'Henri Schliemann. Et à ce moment-là, je regarde la personne en face de moi pour voir s'il sait qui est Henri Schliemann. Moi, je connais Henri Schliemann depuis que j'ai 14 ans. Donc, c'est qui Henri Schliemann? Je l'ignore, donc je vais le découvrir. Heureusement, je vais pouvoir te lire. Ah, voilà, j'espère. Il faut que je le termine, je suis à la moitié. Ben, Henri Schliemann, c'est un personnage du 19e siècle qui, à l'âge de 8 ans, a eu un rêve qu'il va réaliser. Mhm. Et à l'âge de 50 ans, il va découvrir les ruines de Troie, de Mycène, de Tyrinthe. Mais entre les deux, Une vie s'est passée. une vie de fou. Comment apprendre 15 langues? Henri Schliemann l'explique. Il explique. Je l'explique aussi d'ailleurs. Tu en pratiques combien? Des langues. Je suis parfait bilingue français-bruxellois. Oh, parfait, oui. Et le Anglophone reste, aussi. Je baragouine un certain nombre de langues. Non, mais c'est une subtilité intellectuelle aussi. Quoi donc? De pouvoir parler plusieurs langues. C'est un diplôme. Chaque langue est un diplôme, c'est ce que je dis toujours à mes stagiaires. Mhm. Mais bon, Henri Schliemann. Non, ça. Henri Schliemann. Oui, j'irai voir. Moi je sais. J'irai voir. Mais il y a un départ, il y a un aboutissant. Mhm. Et entre les deux, il y a toute cette vie un petit peu que tu as découvert. Comment? Oh là là, mais ça remonte. Allez, c'est pour le gag. Quand on était jeune, Mhm. on avait tout l'univers. Donc c'était ces trucs qui étaient distribués dans les Encyclopédie, écoles, oui. l'encyclopédie. Et il y avait un article consacré à Henri Schliemann, dans lequel on racontait comment ce type avait découvert les ruines de Troie, quel était son point de départ, etc. Mais qui n'a rien à voir avec sa vie elle-même, parce que ça c'est tellement incroyable. Et quand j'ai eu cette chance, je suis très attaché au monde grec et au monde latin. Quand on était en voyage de fin d'études et qu'on s'est retrouvé à Mycène avec la porte des Lions, qui est l'entrée du palais des Atrides, et derrière les tombes d'Agamemnon, dites Agamemnon, de Clytemnestre, d'Égiste, et que je regardais cette porte fantastique représentant ces deux lions sans crinière qui s'affrontent sur un autel mythique avec une colonne sacrée. Et je me suis souvenu de la lecture de cet article d'Henri Schliemann qui avait découvert Troie, qui est en Turquie, et Mycène. Et ça m'a fait un choc. Voilà. Un réel choc, parce que les choses se sont mises en place comme une espèce de petit puzzle de mémoire. Et puis je suis retourné des années plus tard et je me suis intéressé à l'archéologie du lieu et me dire que Schliemann avait découvert ce lieu comment. Mais en réalité, c'est une partie du livre, mais c'est sa vie avant, le trafiquant d'armes rué vers l'or en Californie, participant à la guerre de Crimée. C'est un personnage du siècle qu'on ne connaît pas assez, du 19e siècle qu'on ne connaît pas assez, parce que
il est le point d'orgue de la réflexion sur l'importance de la jonction entre le passé et le futur, qu'on appelle le présent et qu'il faut construire. Et là, je trouve qu'il y a là une symbolique extraordinaire dans sa vie qu'il faut mettre en évidence. J'aime toujours mettre en évidence aussi ce type de symbole dans mes livres. Et là, je dis que le personnage est emblématique. C'est un paradigme, ce type. Mais quel personnage! J'en profite pour écrire quelques pages de l'Iliade, un peu de manière scandaleuse, et j'espère que je serai critiqué. Gratte-papier, tu as été C'est quoi gratte-papier? comptable. J'ai jamais été comptable. Non, mais comptable. Bon. Comptable. Gratte-papier. Gratte-papier. J'étais avocat spécialisé en matière économique. Voilà. Cuisinier, tu peux être. Oh non, ça j'adore, oui. Juste l'instruction que Je tu suis. es. Tu es. En matière financière, oui. Notez que j'ai de temps en temps la chance de descendre sur quelques scènes de crime où on trouve des cadavres. Comme je disais un jour, il y avait Nadine, mon fils, et moi qui étions invités dans un petit truc, un caucus à la foire du livre. Puis le journaliste me dit, mais finalement, quelle est la différence entre vous deux qui écrivez des polars? Quelle est la différence vous faites entre Madame Monfils et vous-même? Je dis, à la différence de Madame Monfils, moi j'ai glissé sur des intestins et j'ai marché sur de la cervelle. Bon, un petit clin d'œil à Nadine alors. Oui. Bah oui. Oui, oui, c'est un tout petit clin d'œil, hein, évidemment. Mais tu aurais pu être quoi d'autre? Cowboy, astronaute, quand on a... Parce que historien, tu aurais pu être aussi. Ah, je suis un... Qu'est-ce que je suis? Historien, ça m'aurait vraiment plu. Mais bon, les choses se sont mises... Pourquoi j'ai choisi le droit? Parce que j'avais commencé la philologie classique et le droit en même temps. J'avais 17 ans, hein, en première candie. Et que quand j'ai découvert le bar à l'université Saint-Louis, j'ai fait mes candis à Saint-Louis. Et qu'il y avait la bibliothèque où il fallait passer son temps en philo classique et le droit où on était plutôt au bar, on buvait de la bière et puis on découvrait des filles qui avaient des nichons. Je me suis dit tout de même que j'allais abandonner la philo classique et faire le droit. Ils sont finalement des études extrêmement faciles. Voilà. J'ai dit ça, moi? Oui, oui, oui. Quel regard as-tu sur le journaliste? Il est fondamental pour moi. Je vais virer le côté de la médiocrité du journaliste qui est à la recherche du scoop où il se trompe. Je ne parle pas de cela, mais le journaliste est fondamental aujourd'hui, dans la mesure où c'est grâce à ceux qui se lancent dans les leaks notamment que nous pouvons encore être conscients qu'il existe un trait d'union entre la population et le monde politique, parce que ce qui va contraindre le monde politique à réagir, c'est la manière dont la population va prendre conscience des choses, et il n'y a que les journalistes pour le faire. Alors je voudrais dire immédiatement à cet instant précis que si dans l'État du Mexique on égorge un journaliste parce qu'il s'attaque à la magistrature corrompue, à la police, qui sont en rapport avec les cartels, il ne faut pas s'imaginer que chez nous les choses sont plus simples. Il y a un an, il y a une journaliste qui s'est fait sauter dans une bagnole à Malte. Malte, c'est l'euro, hein, parce qu'elle dénonçait la corruption publique de l'État maltais, et qu'il y a 6 mois, un journaliste en Slovaquie s'est fait dégommer de la même manière et sa secrétaire assassinée en même temps, parce qu'il dénonçait les rapports entre le gouvernement slovaque qui siège au Parlement européen avec la 'Ndrangheta, qui est la plus forte puissance mafieuse d'Italie, dans le sud de l'Italie. Alors là, franchement, je rends plus qu'hommage, mais je voudrais dire que il est fondamental que le journalisme puisse à cet égard être mis en évidence comme étant peut-être aujourd'hui une des plus grandes professions, et je passe ceux qui sont en train de couvrir les grands événements, qui se font assassiner et tuer dans les grands reportages. Là où ça se passe mal, en Syrie, en Irak. Là, tu parles vraiment du journaliste d'investigation. L'investigation est sur le terrain. Sur le terrain, oui. Et l'analyste, il y en a. Et on a une série qui sont vraiment bien. Tu as des noms ici en Belgique? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des noms que je respecte profondément, tous ceux d'Enix, hein, donc Alain Allemand, Xavier Coudas, que j'apprécie énormément. Ce sont des gens que je mets en évidence. Dans le vif, il y a des analystes comme Thierry de Noël aussi, que je trouve très très fortiche. Il y a la presse flamande est très très bien, notamment en matière financière. Ce sont des analystes comme Lars Bové. Le Standard, il y a Mark Eckhout. La presse flamande est très 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 bien outillée à cet égard. Donc vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour leurs analyses.
Ce sont des gens intelligents. Et c'est un bon trait d'union. Ce sont des gens du contre-pouvoir. Ce sont des gens du contre-pouvoir. Oui. C'est ce qui permet de maintenir l'équilibre, évidemment, Oui. des choses. Oui. Oui. Et tu es où entre les deux? Tu as le pouvoir, tu as le journaliste, tu es là. Parce que malgré tout, Moi, je suis le troisième pouvoir. Oui, oui, tu es le oui, Tant oui, qu'il voilà. existe encore par rapport aux aberrations de l'actuel gouvernement, Mhm. on appelle ça le pouvoir judiciaire, qui tente à être réduit aujourd'hui à néant par un gouvernement que je qualifierais d'imbécile, en tout cas de malhonnête, en tout cas de dangereux. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. C'est une catastrophe. Mais penses-tu que c'est vraiment typique à ce gouvernement-ci? Parce que si tu Oui. observes sur les 50 dernières années, Oui. vous n'avez jamais été beaucoup soutenu par le pouvoir politique. Hein. Oui, mais le pouvoir politique a toujours été composé en réalité de mélange de tendances. Mhm. C'est la première fois qu'aujourd'hui, le gouvernement, c'est comme les autoroutes en Belgique. Hein. On roule sur une seule bande et c'est la bande de droite. Hein. Mhm. Et à plus, ces pondérations, ces réflexions, c'est parti dans un seul sens. Est-ce qu'on est vraiment encore en démocratie aujourd'hui? Moi, j'en doute. Hein. Moi, je ne veux pas de ces gens. Hein. Je ne veux pas de ces gens qui prennent des décisions comme en matière d'immigration ou comme autre. Je ne veux pas non plus que l'on détricote le pouvoir judiciaire comme on le fait. Ça m'est insupportable. Parce que le pouvoir judiciaire, il ne faut jamais oublier de chose, ce sont les trois pouvoirs conçus intellectuellement par Montesquieu, mais qui ont quand même fondé les grandes constitutions et déclarations des droits de l'homme, dans l'équilibre parfait entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Le législatif s'est effondré complètement. Le pouvoir judiciaire, on essaye de le faire s'effondrer. Reste l'exécutif, mais l'exécutif, c'est qui? Mais pourquoi ce pouvoir judiciaire ne se muscle-t-il pas davantage? Parce qu'il est composé d'une bande de pleutres. Voilà. On est combien à prendre la parole en disant que ça ne va pas? On a peur de salir l'hermine ou quoi? Qu'est-ce qui se passe alors? On a peur de ne pas salir l'hermine. Bon, je pense qu'on a peur tout simplement à un certain moment de dire qu'on va être montré du doigt. À ce point-là. Oui. Il y en a qui le font. Mhm. Mais ils ne sont pas nombreux. Hein. Ils ne sont pas nombreux. Et je passe alors tout mon discours sur la lutte contre la criminalité financière. Alors là, franchement, ça n'a jamais été bon dans le temps, et c'est encore pire maintenant. Donc ça, mon attaque n'est pas nécessairement contre le gouvernement actuel en matière de lutte contre la criminalité financière. Il est général. Par contre, en termes de société et de détricotage du pouvoir judiciaire, là, on a atteint des sommets actuels qui sont inacceptables. Inacceptables. Et personne ne s'en rend compte. Le journaliste, là, d'ailleurs, est un peu faible à cet égard, parce qu'il n'a pas vraiment suscité la réflexion citoyenne à cet égard. Eh oui. Je vais encore citer deux noms. Je ne sais pas ce que tu penses de ces deux noms, mais il y a M. Marchandise, il y a M. Panier. Voilà des gens qui font parler d'eux, parce qu'ils ont des causes. Ils ne sont pas à la retraite. Oui. Ah, voilà. Aurait-il osé avant? Il y en a un qui est au PTB, l'autre qui est au parti écolo. Donc ils ont glissé vers autre chose. Ils sont à la retraite. À la retraite. Donc ils glissent. Oui. Mais ils osent quand même. Allez, on a quand même de temps en temps quelqu'un qui pique un coup de gueule comme Luc Hénard, qui est le président du tribunal de première instance. Oui. Très agressif d'ailleurs. J'aime bien de temps en temps quand il a quelques jeux de mots qu'il porte. Mais il faut aller au-delà des jeux de mots. Hein, Mais il y a quand même, vous savez, dans les associations de magistrats, des gens qui essaient de se réunir en disant au gouvernement, écoutez, ça ne va pas. Mais à partir du moment où le gouvernement a décidé que c'était comme ça, qu'est-ce que vous voulez que nous, dans les mouvements de contestation, nous puissions faire? Rien. Ce qu'il faut faire en réalité, c'est que les mouvements de contestation des magistrats, où on a toujours l'impression dans le public qu'on est en train de se battre pour notre sécurité personnelle, financière, avec toujours ce côté, le magistrat s'est fait néant, etc. Tout ça, ce sont des vues, mais inacceptables et totalement fausses, évidemment. C'est difficile de communiquer à cet égard. Et donc il faut revenir en réalité à une communication qui porte sur les grands principes, et pas sur les situations personnelles. Et dire dans les grands principes, véritablement, s'il vous plaît, on ne touche pas au pouvoir judiciaire. Parce que toucher au pouvoir judiciaire, ça permet dans un gouvernement d'une tendance d'avoir toutes les dérives, sans qu'on puisse les réfréner.
Est-ce que les jeunes magistrats sont attentifs à ce Oui, discours? tout à fait, oui, bien sûr. Ils sont inquiets parce qu'en réalité aussi, on voit leur avenir financier se dégrader en termes de pension, en termes de situation, en termes de déplacement même. Mais un jeune magistrat bien informé, qu'est-ce qu'il va faire? Nous allons perdre les meilleurs. Hein. Vous imaginez, dans les grandes sociétés, avoir quelqu'un qui a la connaissance de la fonction de la magistrature, qui s'est investi en lui proposant de gagner 2 à 3 fois mieux sa vie que dans la magistrature, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Hein. Et personne ne pourra le lui reprocher. Non, mais il quitte le prestige du pouvoir judiciaire. Vous pensez qu'il y a du prestige dans le pouvoir? Moi, je ne sens aucun prestige. Ce sont les obligations, puisque je ne sens pas la notion de prestige. C'est quoi le prestige? Vous savez, on me dit, c'est le pouvoir judiciaire. La manière dont les juges sont considérés. Au 19e siècle, on disait votre honneur. Oui. Au 20e siècle, on disait monsieur le juge. Au 21e siècle, maintenant, c'est fils de pute, je t'encule, quoi, va te faire foutre, quoi. Ou l'avocat qui dit enfin, vous agissez uniquement en charge, pas de charge, etc. Non, les choses ont bien changé, vous savez. Le prestige, oh, bon sang. Ça me fait rire. Moi. Il est toujours au dictionnaire. Hein. Oui. Ah. Revenons à l'écriture. Mhm. L'orthographe est importante pour vous? Mais oui. Il y a parfois des coquilles aussi. Ben oui. Comment Mais le problème- évitons les coquilles? Eh bien, parce qu'il faut faire relire. Parce que le problème, en réalité, est extrêmement simple. Quand on tape un texte et qu'il y a une faute qui n'est pas nécessairement une faute d'orthographe, il peut y en avoir, on n'est pas parfait, mais le problème, c'est que ça s'imprime. On a beau relire, on ne la découvrira plus. Et donc, c'est le lecteur et le relecteur qui doit en réalité la déterminer. Et donc, c'est le rôle de l'éditeur. Même chez Gallimard, il y a des fautes. Ah oui, oui, oui. Donc c'est- Gallimard, ils font un D ou pas? Je ne sais plus. à quoi? À Gallimard, D. Gallimard, c'est avec un D ou un T? D. D. Ah, c'est comme les Dupont, on ne sait jamais. Oui, oui, hein, c'est- voilà. c'est- Un jour, ils vont sortir un bouquin, ce sera Avec, un T. avec Gallimard. Avec Gallimard. La quête d'un éditeur se passe comment? Ça, c'est évidemment, quand on a pondu un bouquin, la chose la plus terrible. C'est envoyer son manuscrit, et c'est le faire à certains moments, on dit, et je vais sur le net, même à une époque, je vais le porter, des trucs dans ce style. Moi, la quête d'un éditeur, ça s'est passé différemment. Mhm. Puisque mon premier roman est sorti alors que j'ai rencontré un éditeur qui m'avait demandé de corriger un manuscrit de quelqu'un d'autre, qui était fort mauvais. Et donc j'avais dit, c'est très mauvais votre truc. Vous êtes qui, vous? Et c'est comme ça que j'avais fourni mon premier livre, Ça ne l'est pas perdu, où il m'avait dit, j'aime beaucoup ce que vous avez fait. Mais dès que mon premier roman est sorti, avec 2 fois lauréat, 1 fois un prix, et une vente très importante, les éditeurs sont attentifs, évidemment. Donc c'est un miracle. Mais il faut relire Umberto Eco, d'ailleurs, sur les rapports entre l'auteur et l'éditeur. Ou Nabokov aussi, ça c'est extraordinaire. Dans Nabokov, il y a dans la Pléiade, il y a toute la série de ses lettres qu'il écrit à son éditeur. C'est à mourir de rire. Je vous le recommande sans nom. Parce que l'un dit, vous m'avez pas fourni votre texte, et l'autre, je ne veux pas payer vos droits d'auteur. Mes droits d'auteur. Et donc c'est extraordinaire. À lire, mais sans modération. Ouais, d'accord. Donc, la quête d'un éditeur, je vais dire, ça dépend si on fait un essai, si on fait un roman. Oui. Je reviens encore à cette notion de poésie, parce qu'on la retrouve malgré tout dans le récit. On n'a jamais été tenté, Michel Claise n'a jamais été tenté à se risquer. Mais c'est une question de capacité, c'est pas se Oui. risquer. Pourtant, la ça peut sensibilité est venir. là. Mais on verra. Ou bien, Non, mais vous l'avez, la sensibilité. Oui, mais il suffit pas d'avoir la sensibilité, je dirais. Je ne vais pas me forcer à écrire un poème, C'est pas une question. alors que j'ai la facilité d'écrire un roman. Oui, je pense qu'il y a quand même. Bon, musicien il est, l'oreille il a. La musique des mots, elle peut venir facilement en poésie. Oh, Ou bien c'est une réflexion qui n'a jamais été tenue. je n'ai jamais tenu la réflexion. C'est ça qui est étonnant. Hein. On peut la retrouver dans l'écriture, pourtant, ça, on est là. On vient de découvrir qu'il y a le musicien qui est là. Oh.
Ah bon, on ne sait jamais. On ne sait Si jamais. dans quelques mois ou dans 3 ans, on voit un petit feuillet sortir, on se Voilà. dit, ah, tiens, C'est pourquoi possible. pas. Ouais. Enfin, pour l'instant, je suis plutôt dans la cuisine du sud-ouest que dans le végétarien, dirais-je. Voilà. Ah, d'accord. Les Je Michel. ne dis pas que la poésie, c'est un art végétarien. Il y avait d'ailleurs une phrase comme ça dans un téléfilm que j'adorais quand on voyait la vie de Max Jacob, qui est quand même un poète fabuleux. J'adore les poètes. Mhm. Euh, J'adore Pablo Neruda, par exemple. Ça, c'est pour moi un des plus grands poètes universels. Et j'adorais dans ce téléfilm, c'était Jean-Claude Brialy qui l'interprétait. Et il donnait des petits spectacles pour survivre pendant la guerre, lui juif, avant d'être envoyé en Drancy où il va mourir. Et puis quelqu'un lui disait, c'est quoi pour vous la poésie? Et Max Jacob disait, mais l'écrivain dira que le pré est vert. Ah ouais. Ça c'est l'écrivain. Mais le poète dira, par exemple, je vous désignerai quelque chose, c'est couleur d'herbe. Mhm. Et donc c'était la différence qu'il faisait, et puis c'était tout simple. On peut l'avoir dans le roman. D'ailleurs, dans l'art du roman de Kundera, il parvient difficilement à séparer le conte de la poésie. Et il le retrouve dans Kafka notamment. Parce que Kundera, en réalité, c'est un personnage qui est tout à fait tourné vers Kafka. Dans l'art du roman, Kundera dit mais si la poésie c'est l'éblouissement, moi j'ai connu dans Kafka tout l'éblouissement. Et donc quelle est l'importance? Aragon. L'art du roman, ce n'est qu'un texte poétique. Donc est-ce que finalement il existe une telle distance entre l'art du conte et l'art de la poésie? Elles se retrouveront par moments toujours, à un certain moment décrites. On a parlé des auteurs universels. Parlons une fois des auteurs belges. Quel regard avez-vous sur l'écriture en Belgique? Mais c'est un regard, je dirais d'abord, je vais être un peu... je regrette profondément que les journalistes littéraires n'accordent pas plus d'importance en Belgique aux auteurs belges. C'est toujours cette espèce de volonté de dire qu'il faut aller vers les États-Unis, les machins, alors que nous avons une pléiade d'auteurs belges qui méritent quand même qu'ils soient mis en évidence. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est une première chose. Alors moi, dans les auteurs belges, dans les 3 grands romans belges, le premier en langue française écrite à l'ancienne, c'était Tell le Spiegel, évidemment, de Charles de Coster, puisque ça, c'est le pur roman, qui est à la fois le mélange entre tout le symbolisme de Tell et sa volonté de combattre le dogmatisme de l'Église catholique et du duc d'Albe, c'est-à-dire la tyrannie politique et religieuse. C'est un roman universel. Il a d'ailleurs été il a été tourné en Union soviétique, ça fait l'objet d'un film. Ils ne se sont pas trompés. Le deuxième roman, pour moi, que je trouve extraordinaire, il est écrit en flamand, c'est Le Chagrin des Belges. Et je trouve également que son auteur, ça c'est un type formidable. Il y avait une exposition aux Beaux-Arts sur la vie d'Hugo Claus. C'est aussi un type qui peignait, qui faisait de la poésie, mais sa poésie est merveilleuse. Mais il a écrit 100 romans. C'est quelqu'un de sensationnel. Je trouve véritablement, pour moi, c'est un des plus grands auteurs belges aussi. Et alors, il y a plusieurs auteurs belges que je mélangerai. J'adore Pierre Mertens, par exemple. Je trouve que quand il a eu le prix Médicis avec les éblouissements, c'était formidable, mais je préférais encore l'affaire royale. J'ai adoré, quand j'étais jeune, parce que j'ai toujours été attiré par la science-fiction et le fantastique. J'ai lu tout genré. Il n'y a pas un seul livre de genré que je n'ai pas lu. Michel de Gelderode, dans son théâtre, dans ses contes fantastiques. Thomas Owen, j'ai eu l'occasion de rencontrer encore. Ça, ce sont des auteurs que je considère aussi comme étant extraordinaires. Il y a une belgitude, on va appeler ça comme ça, et c'est une richesse réelle en littérature. Il ne faut pas oublier cette richesse. Elle est fantastique. Et aujourd'hui, vous avez des auteurs belges qui sont quand même, qui ont je dirais, une puissance. Une puissance qui ne sont pas nécessairement les grosses ventes. Non, ouais, c'est pas relayé non plus par les enseignants non plus. C'est pas relayé par les enseignants, c'est vrai. Donc ça, je veux dire, il y a un grand pas à faire un petit peu pour
rééduquer, ou bien voir un petit peu la filière qu'il faut utiliser pour faire découvrir. Parce qu'on a la Fédération Wallonie-Bruxelles qui vend beaucoup les auteurs à l'étranger, et vous avez l'éducation qui ne s'occupe pas de ses propres auteurs. Il y a une aberration. Il y a une aberration. Là. Je trouve. Ouais, il y a une aberration. Ça, Non, je trouve, tout à fait. Il faut redynamiser une association des éditeurs, alors, à ce moment-là, belge. Mais tous les éditeurs sont toujours sur une espèce de corde raide, Ben ils oui. vont toujours se plaindre. Vous savez, c'est quoi un écrivain belge? Je vais vous donner sa définition. Quand vous avez la foire du livre belge, quand vous y arrivez en voiture, vous aurez les annonceurs, les éditeurs, les journalistes, tout le catering, tout le monde a une place de parking. Les seuls qui n'ont pas une place de parking, ce sont les écrivains. Vous trouvez ça normal? Non. Je résume de manière un peu symbolique le problème véritablement d'écrivain belge. Le mal-aimé. Oui, L'ignorer. L'ignorer. Je vais utiliser un mot terrible, l'Untermensch. Voilà. C'est pas gentil, ça. Non, c'est pas gentil du tout. Hein. Mais je ne les aime pas, vous savez. Non, mais quelle est la responsabilité de l'éditeur là-dedans? Bah, la responsabilité, c'est pas de tomber en faillite avant qu'il ait payé ses droits d'auteur. Oh, j'ai dit ça. Oui. Moi, mon premier éditeur est tombé en faillite. Hein. Je peux vous dire que, malgré une grosse vente, j'ai jamais rien vu. Hein. Voilà. Et alors, j'ai quand même eu ce plaisir d'être édité. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Mais tu te rends compte? Finalement, c'est vrai. Mais c'est choquant. Encore une fois, le pouvoir de l'argent. Toujours. Yes. Aussi, dans le cadre des éditeurs, je ne dis pas que c'est le pouvoir de l'argent. Je parle des éditeurs belges. Hein, donc c'est pas simple, hein, mais c'est pas tellement le pouvoir de l'argent ici. C'est s'en sortir, quoi. Voilà. Mais ça, il faut reconnaître que c'est pas toujours simple. Ça. Oui, mais on soutient le cinéma, on soutient le théâtre, et on ne soutient pas les Si, on soutient les éditeurs, ils ont des aides de la fédération. Hein. Pas mirobolantes. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je peux vous dire qu'en termes d'écrivain, s'il faut vivre de son écriture, on a intérêt à être bien vu du patron du CPS local. Hein. 3 noms dans les écrivains belges. Je l'ai dit, moi c'est Charles de Coster, c'est Hugo Claus, et alors j'aime Mertens profondément. Donc on va rappeler Très ça. certainement, oui, tout à fait. Ce sont des gens que j'adore vraiment énormément. Et j'adore Jean Rey, de Rode, etc., Thomas Wayne. Je regardais toujours vers ces écrivains-là, et dans les actuels écrivains, là j'en ai toute une série, hein. J'ai beaucoup aimé dans les lectures des moins connus, que ce soit, justement je le citais tout à l'heure, ce soit Bruckner, Darras, etc. C'est Isabelle Barry qui est publié chez Le Swinquin aussi, qui est vraiment magnifique. J'en ai beaucoup à dire en réalité. Il y a une jeunesse, il y a quand même des choses qui sont fantastiques, quoi. Il y a des jeunes éditeurs, on va prendre le cas de Xavier Van Warenberg, Care Édition. Il y a des jeunes qui se lancent et qui travaillent surtout sur l'éducation aussi. Donc il y a des jeunes éditeurs qui vont se lancer, qui vont trouver des enseignants pour expliquer ce que c'est que l'écriture, ce que c'est qu'un écrivain, ce que c'est qu'une maison d'édition. Donc il y a quand même des jeunes qui commencent à mettre le pas, à éduquer le monde de l'enseignement, mais c'est dommage que ça ne se fait pas davantage. Il faut que le monde de l'enseignement aussi réapprenne à lire, hein, parce qu'actuellement, le cybermonde est quelque chose de terrible. C'est une concurrence totalement déloyale, hein, parce que c'est quoi lire? C'est le temps que je prends à ne pas être sur mes réseaux sociaux. Je suis désolé, c'est effrayant. C'est effrayant, d'accord. Je ne suis pas sûr que mes fils aient lu mes livres. Ça, c'est... Oui, c'est vrai, mais c'est toujours comme ça. Hein. Je le ressens. C'est toujours le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Hein. Bien entendu. Oui, ça, tout à fait. Ils sont très contents quand ça sort, mais bon... Michel Claise, je vous remercie d'être venu. Voilà. J'espère qu'on a passé un bon moment. Excellent, toujours. On a encore tellement de choses à dire. Mais bon. Oh oui, ça a des heures, mais bon, chaque chose en son temps. Bon, voilà. On se prend un coup de rouge là-dessus.